Entrez l'invité. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Voix du droit de la Faco Paris. Vous entendrez des experts, enseignants à la Faco ou alumni sur des sujets d'actualité sous le prisme du droit. Ils donneront un éclairage averti sur une thématique choisie. Bonne écoute! Pour ce deuxième numéro du podcast Les Voix du droit de la Faco Paris, nous allons étudier la nouvelle stratégie européenne des données numériques. En effet, nous sommes aujourd'hui à un tournant stratégique pour l'hébergement et le partage des données numériques. Jusqu'à présent, et encore maintenant, 80% des datas européennes sont stockées sur des plateformes à majorité américaine. Étant donné le contexte géopolitique complexe, où les Américains veulent s'imposer comme le gardien du monde, boycottant même l'ONU, l'Europe doit rapidement reprendre son autonomie. Une autonomie numérique qui en est un des piliers. Alors, comment construire cette nouvelle souveraineté européenne des données ? Sur quel fondement ? Avec quels outils ? Notamment le Data Governance Act peut-il se faire ? Quelles sont les opportunités et quels sont les freins à ce déploiement ? Où en est-on concrètement en 2026 ? Je reçois aujourd'hui pour nous éclairer sur cette vaste thématique Sabine Van Haeck-Lepic, docteur en droit, avocate en droit du numérique et spécialisée dans les nouveaux modes de gouvernance et d'économie numérique. Elle enseigne à la Faco le droit de l'intelligence artificielle, participe à des sujets de recherche européens et elle a notamment contribué au guide pratique pour la mise en place du Data Governance Act avec Sitra, un fonds d'investissement public finlandais dédié à l'innovation européenne. Elle a enfin publié un article récemment dans la revue LexisNexis. Bonjour Sabine, merci beaucoup d'être venue pour ce deuxième numéro du podcast donc Les Voix du droit. Merci pour l'invitation. Ce podcast va parler de la nouvelle stratégie européenne de la data. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte géopolitique qui est compliqué, avec les États-Unis qui sont vraiment prédominants et de plus en plus. Et donc l'Europe réalise qu'il faut qu'elle prenne son indépendance, et notamment sur l'aspect numérique. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo déjà général ? Alors c'est vrai que on a deux protagonistes qui sont Barack Obama qui dès 2015 nous alertent en nous disant que tout ce qui circule sur Internet appartient aux États-Unis. Et puis on a Poutine qui dit en fait que celui qui maîtrise les données d'un pays maîtrise le pays. Avec ces deux protagonistes qui sont donc le président américain dès 2015 et Poutine, c'est vrai qu'on prend conscience que finalement aujourd'hui la stratégie sur la donnée et la donnée est devenue un nouvel or noir. En fait, dans un monde où la donnée est devenue un actif stratégique, donc de l'or noir, cette dépendance aujourd'hui est prise en compte par l'Europe, et puis on se rend compte aussi qu'on est en économie de guerre, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui était vrai hier, c'est-à-dire pouvoir collaborer, travailler en sérénité avec notamment les États-Unis, c'est plus possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe change de logiciel, au sens propre et au sens figuré. On ne se contente plus de protéger, mais elle cherche à être plus résiliente, moins dépendante. D'ailleurs, il y a un indice récemment en France sous l'impulsion du digital, d'un think tank qui s'appelle le Digital New Deal, qui a mis en place un indice de résilience pour voir justement notre dépendance à la fois française et européenne. Quel est cet indice ? Ça s'appelle l'indice de résilience. Mais on a un chiffre ? Non, pour l'instant, en fait, c'est les entreprises qui vont nous donner cet indice de leur dépendance. En fait, l'idée, c'est prendre conscience, nous, en tant qu'État, mais après, faire prendre conscience à nos entreprises de notre dépendance au numérique américain. D'accord, une espèce d'état des lieux, en fait. État des lieux, on se met en mouvement, et on crée des nouvelles pratiques. Alors justement, puisqu'on parle de nouvelles pratiques, étant donné que tu as travaillé sur le guide sur la rédaction du Data Governance Act ou donc du document de réglementation des données numériques, pour le dire en français, oui. Peux-tu déjà nous donner les grandes lignes ? À quoi sert ce document ?
Alors en fait, le DGA, on en parle très peu parce qu'on a parlé beaucoup de l'IACT. C'est ça qui a été vraiment le sujet récent. Mais le DGA, c'est à l'instar de ce qui s'est passé d'abord avec Gaia X, qui était une relation entre l'Allemagne et la France. C'était créer un consortium industriel pour préparer quelque part un plan d'urbanisme de la mutualisation des données européennes. Gaia X, qui était finalement un consortium avec 300 membres, qui devenait d'ailleurs du coup ingouvernable, a fait émerger progressivement une logique, une nouvelle logique industrielle, et a émergé le texte du DGA. Et le DGA, en fait, c'est mutualiser les données par secteur d'activité. Donc, on a des data lakes au départ, et là, on va faire des espaces de données, qu'on appelle aussi, version anglaise, les data space, et on va avoir des data space énergie, des data space sur l'éducation, des data space sur la mobilité, des data space sur la santé, etc. Et l'idée, c'est de créer les autoroutes des flux de données pour créer une alternative aux États-Unis. Je te donne un exemple, Booking.com, ils ont le monopole sur le tourisme. Nous, on va créer avec notre data space mobilité ou tourisme, on va créer le Booking.com européen. Donc voilà un peu l'idée. Très bien, très concret. Et alors ce DGA, qui n'est donc pas à confondre avec le RGPD, mais qui doit l'accompagner aussi, puisque le RGPD va sécuriser en fait les données. On en reparlera un petit peu plus tard, mais en gros, donc ce DGA, quels sont les piliers sur lesquels il repose? Quels sont les grands enjeux? Oui. Alors justement, évidemment pas le confondre avec le RGPD. Aujourd'hui, on est avec l'articulation des différents textes. Donc le RGPD, évidemment, est pris en compte dans cette nouvelle gouvernance, bien sûr de la donnée sensible. Donc quand il y a une donnée sensible, évidemment que le RGPD et derrière la CNIL, l'autorité de contrôle, sera compétente pour gérer ces problématiques. Mais pour te donner un exemple clair, le RGPD, il protège donc les personnes. Le DGA, lui, organise la circulation des données. La question, comment on va, par secteur d'activité, se rendre service quelque part, comment on va rendre interopérables les données pour qu'elles puissent nous être utiles. Et donc, les objectifs sont clairs. Il s'agit de la réutilisation, par exemple, des données du secteur public. C'est-à-dire certaines données publiques sensibles sur l'environnement, par exemple, ou la santé, pourront être utilisées à certaines conditions, et c'est le DGA qui donne les conditions, l'utilisation et la réutilisation de ces données. Elle crée un cadre de confiance, en fait. Le DGA crée un cadre de confiance dans lequel on va pouvoir échanger des données utiles. Deuxième pilier, c'est l'encadrement des intermédiaires de partage de données. Donc, on va avoir des plateformes, des services de confiance qui vont avoir ces données, et le DGA va faire en sorte que ces intermédiaires soient neutres, totalement neutres, et qu'elles puissent certifier qu'ils ont bien eu ces données, mais surtout qu'ils ne puissent pas exploiter ces données pour leur propre compte. Et ça, il y aura une autorité de contrôle qui sera l'ARCEP, par exemple en France, qui va régir justement le contrôle de ces intermédiaires de partage de données pour qu'ils ne détournent pas les données qu'on leur a confiées. Alors en parlant justement de détourner des données, on sait qu'avec l'IA, même des données qui sont anonymes peuvent être éventuellement récupérées. Est-ce qu'il est prévu dans ce DGA une façon de contrôler? Tout est l'enjeu de toute façon de ces textes. On est en formation continue dans ces textes, c'est-à-dire que ces textes bougent avec les questions, avec l'IA qui bouge aussi. Donc le droit est en flux tendu pour essayer de répondre aux questions qui se posent au fur et à mesure. Mais le DGA s'engage évidemment à anonymiser, à trouver des systèmes pour rendre le possible partage des données sans les risques que tu viens d'évoquer. D'accord. Pour en revenir au partage des données, donc là on a parlé de données publiques. Il me semble que dans le DGA, on parle beaucoup, et c'est je crois le deuxième pilier,
d'altruisme des données. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, le DGA crée un statut pour les organisations à but non lucratif qui vont permettre aux citoyens et aux entreprises de donner volontairement donner leurs données, pour les projets d'intérêt général. Donc, ça va être par exemple pour la recherche médicale, pour le climat, pour la mobilité. On va avoir vraiment des datas qui vont pouvoir, par exemple sur la mobilité, ça va permettre d'avoir des politiques publiques pour désengorger des villes. Voilà, donc c'est des datas qui vont être réutilisées ou qui vont être données par des services publics pour le bien commun. Par des services publics et par des entreprises. Et des entreprises. J'imagine que lorsqu'une entreprise privée ou même publique d'ailleurs partage ses données, elle doit quand même être un petit peu fébrile vis-à-vis de l'utilisation effectivement de ces données. Et je suppose que c'est peut-être, tu vas me confirmer ou pas, mais est-ce qu'on peut estimer que c'est l'un des freins au déploiement de cet espace de données numériques justement ? Quand on mutualise les données, en fait, le risque dans des espaces de données, c'est que finalement, on concentre de la valeur. Parce que mutualiser les données, c'est aussi donc concentrer cette valeur. Et quand on concentre de la valeur, on crée ce qu'on appelle, ce que je viens de dire, les honeypots, c'est-à-dire un point de concentration de données qui devient extrêmement attractif pour les cyberattaques. Mais bon, l'espionnage industriel, c'est pas nouveau, c'est pas le numérique. Alors le numérique, on va dire, accélère ces questions d'espionnage. Plus on mutualise, plus on crée ce risque. Mais l'une des grandes résistances, du coup, c'est aussi la problématique du secret des affaires. Certains industriels, même des industriels, vont hésiter parce que ça remet en cause l'idée même de concurrence, parce qu'on leur demande d'être en coopération, puisqu'on échange des données stratégiques d'entreprise. Donc on remet en cause aussi le droit de la concurrence et tous ces droits qui bougent. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre un peu de l'innovation ? Oui, mais en même temps, il faut être lucide en fait, parce que finalement, tous nos data spaces ont des infrastructures américaines. Donc en fait, nos data spaces sont logés aux États-Unis, et donc il y a des backdoors, c'est-à-dire des portes de par derrière, par le Cloud Act, par les lois extraterritoriales, les secrets industriels, le secret des affaires dans ces data spaces peut être violé à tout moment par les Américains. Donc les industriels sont sensibles par rapport à la concurrence avec les pays européens, mais ils sont sensibles aussi aujourd'hui à l'intoxication qu'on a dans nos systèmes numériques de ce numérique américain. Je rebondis justement, je te coupe, mais le gouvernement français a récemment, donc le 5 février dernier, ressorti une nouvelle doctrine politique, où justement, pour reprendre ce que tu disais, je cite, « Pour tous les usages critiques, nous devons nous désintoxiquer des outils non européens et construire les outils d'indépendance européenne. » Les outils, ce serait du coup, quoi ? Le Cloud Act, les hubs ? Oui, il y a une actualité brûlante sur ce sujet. David Amiel et puis la ministre du numérique a considéré qu'il fallait absolument se désintoxiquer. Aujourd'hui, le data space santé, on va dire, mais en fait c'est le Health Data Hub qui avait logé les informations, les données de santé des Français dès 2019, et il y avait eu un lever de bouclier là-dessus, qui avait logé dans les infrastructures de Microsoft. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres en cours, fin mars 2026, pour essayer de sortir. Et sortir la tête haute. Donc, il y a évidemment des solutions. Il y a OVH Cloud, il y a Temple Cloud, il y a Secnum Cloud, mais il y a aussi les acteurs Google comme Microsoft proposent des solutions hybrides, notamment des solutions hybrides souveraines avec Capgemini et compagnie. Mais ça reste donc, quand même un peu américain. On est d'accord, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être lucide. On n'arrivera pas à un 100% européen. Donc c'est une transition. Bon, c'est une transition. Et la question aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime bien aussi, si tu me permets, de faire un pas de côté en parlant pas uniquement du DGA, mais en parlant du Data Act. Le Data Act permet justement de mettre en place une espèce d'obligation de migration possible, sans coût,
sans coût, parce que sortir la migration, c'est un coût. Et du coup, en fait, nos systèmes aujourd'hui, 80%, on est aux États-Unis, donc nos systèmes sont totalement captifs. Et pour essayer de sortir de cette captivité, le Data Act vient compléter le DGA et vient trouver des solutions concrètes, notamment faire en sorte qu'on puisse sortir, qu'on ait une portabilité de nos données, qu'on ait l'interdiction de frais de sortie, des obligations d'interopérabilité, donc ça va bien dans le sens du partage des données en confiance, et enfin des clauses contractuelles encadrées pour éviter les pièges. Donc en fait, l'idée phare, c'est rendre le changement de fournisseur aussi simple que possible pour essayer de rééquilibrer les rapports de force entre les États-Unis et l'Europe. Donc en fait, le Data Governance Act, le Data Act, enfin tous ces textes, Gaia X, cette initiative de départ, qui était le plan d'urbanisme un peu de ces data space, c'est pas des solutions miracles, on le voit. Ce sont des outils de transition destinés progressivement à reconstruire une capacité européenne sur les données, la reprise en main, c'est un peu ce que tu disais dans l'introduction, Sandrine, la reprise en main de cette capacité européenne. Donc on est vraiment à une transition. Donc on commence à avoir donc les outils, on va dire qu'on en est aux prémices, ça se met en place, c'est encadré, et finalement c'est un petit peu, si je comprends bien, une façon aussi de revoir le droit, de se l'approprier pour l'adapter, donc évidemment à un univers qui nous est propre, donc européen. Oui. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, je dirais plus qu'un droit aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment un changement de logiciel du droit, c'est-à-dire que on est vers un droit plus opérationnel et qui va structurer la gouvernance. Le DGA, et c'est très intéressant parce que finalement, il envoie un peu bouler la distinction droit public, droit privé. Il marque le passage d'un droit défensif à un droit structurant, un droit qui se contente plus de protéger uniquement, mais un droit qui rentre dans la machine, qui organise les infrastructures, qui organise les flux, qui devient acteur des choix technologiques qui sont pris. Est-ce qu'on peut résumer un peu, en fait, quels sont les freins majeurs pour avancer dans ce partage des données ? Et puis aussi parler évidemment des points positifs, puisque l'idée c'est quand même que ce soit une avancée. Alors, évidemment qu'il va y avoir d'énormes opportunités pour les entreprises, mais avant, c'est vrai que l'idée que le droit se pose, c'est comment on va faire ? Quel est le sens d'intégrer nos nouvelles valeurs européennes dans le code ? Parce que quelque part, c'est un tournant stratégique. Le droit devient un outil d'ingénierie, clairement. L'Europe devient une puissance normative, mais pas que. Elle devient capable aujourd'hui d'inscrire ses valeurs dans le code. Mais moi, je milite souvent dans mes différentes conférences ou articles, je dis attention à ne pas faire devenir le droit comme un smart contract de gouvernance où il y aurait finalement des obligations uniquement technologiques et il n'y ait plus les principes même de la contre-argumentation, de la contestation, de la réinterprétation. Je milite pour que le droit ne devienne pas un standard, ne devienne pas un ISO 1700, une norme standard, mais qu'on inscrive bien nos valeurs qui sont la circulation, la liberté aussi, et puis secourir l'innovation et la créativité européenne. D'accord. Alors, je crois que je ne réponds pas complètement à ta question, mais je dis que finalement, aujourd'hui, évidemment, plein d'enjeux dans cette nouvelle politique industrielle pour les entreprises, c'est une opportunité de structurer leurs data. On est en train de changer le monde. Avant, les data étaient captées par les big tech, donc par les GAFAM. Aujourd'hui, les entreprises prennent avec l'IA générative, prennent vraiment le taureau par les cornes et cherchent aujourd'hui à prendre en compte ces datas en se disant en fait, nous aussi, on veut pouvoir bénéficier de cet outil qui peut être un outil de performance économique, qui peut être à la limite
créer des nouveaux modèles, en notamment cartographant les données de l'entreprise et mettre en place une gouvernance solide, comme l'incite à le faire le texte du DGA, définir des règles internes de partage, anonymiser et puis donner des conditions pour pouvoir réutiliser ces données, évidemment nécessaires pour le bien commun. Pour terminer sur ce sujet, Governance Act a été voté, je crois, en 2023. Oui. Non, 22. Enfin, le texte a été et puis il a été mis en application à partir de 2023. D'accord. Ouais. On peut estimer déjà un peu le nombre d'entreprises ou de, je sais pas, on a des données. Alors, il y a quelques projets industriels. On a très peu de données. Il y a des data spaces qui commencent à fonctionner, notamment. Alors il y a évidemment le data space de la santé. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une politique industrielle alternative et que les entreprises prennent en compte cette nouvelle. Mais aujourd'hui, pour répondre vraiment à ta question, on a les autoroutes, mais il n'y a pas grand monde qui y va. Il y a maintenant des consortiums, il y a des projets, il y a quelques data spaces qui se mettent en route, mais c'est très lent. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sabine. Merci, Sandrine.